Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catchasium Podcast. Donc je suis Orange Changuine et je suis en compagnie de Showtime. Yo! Et Ambrosia, j'aurais dû commencer par toi, désolé. C'est ce que j'allais te dire, mais bon. C'est pas grave. Quoi- Salut à tous. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur ce week-end des Survivor Series 2018 et en commençant par les takeovers. Donc pour ouvrir ce show incroyable, on démarre par un Matt Riddle contre Cassius Ohno avec une victoire très très rapide puisqu'elle a duré que 7 secondes, donc je pense qu'on va pas en parler. Hein. Ah, mais c'est quand même une très bonne façon de présenter Riddle à tout le public parce que évidemment pas tout le monde suit les indies, même si les fans de NXT a priori plus que d'autres. Mais ça présente bien le personnage, quoi. Sa promo était bien dans son style et Ohno c'est quelqu'un qui job beaucoup mais rarement de cette façon-là. Donc le voir et son selling après est quand même fantastique. La façon dont il essaie de se relever, mais ça ne veut juste pas marcher. Non, c'est pile ce qu'il fallait. Moi j'ai bien aimé la promo à Riddle. Je trouve qu'il est déjà à l'aise au micro, qu'il a l'air il a l'air vraiment très très à l'aise dans ce qu'il fait et heureux d'être là. Oui, et puis au final, sa gimmick, comme pas mal de catcheurs à NXT, change pas par rapport à ce qu'il faisait Indy. C'est un peu toujours un peu le même style. Donc voilà, c'est surtout comme le disait Shaw, c'est surtout pour présenter le catcheur au public parce que bon, on peut dire aussi que c'est des Indies fans généralement à NXT, donc c'est plus pour le présenter à ceux qui le connaissent pas tellement ou qui le connaissent juste de nom, et puis voilà quoi. Donc ensuite on va passer donc du coup au match féminin pour le titre de la NXT Women's Championship, donc un best 2 or 3 falls match, donc le meilleur premier qui gagne deux tombées tout simplement sur 3 maximum qu'il puisse y avoir, et donc avec une victoire de Shayna Baszler grâce à l'intervention de ses copines des Four Horsewomen. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Ambrosia, de ce match? Mais moi, en fait, je l'ai trouvé correct, mais comme j'aime pas du tout le style de catch de Blazer, à chaque fois, je m'ennuie plus ou moins, malgré que qui est Carrie Chen en face et qui est plutôt une catcheuse que j'apprécie. Donc j'ai pas trouvé ça super folichon. Après, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire intervenir les copines à Blazer pour l'aider à gagner le match, puisqu'à la fin il y aura les copines de Carrie Chen qui vont venir aider et essayer d'aider Carrie. Et je pense que ça promet une feud plutôt pas mal entre elles à l'avenir, quoi. Donc c'est surtout ça, je pense que ça a été fait plus pour ça que pour autre chose, et je trouve que c'est une bonne idée. Avec l'intervention également du Io Shirai et de Dakota Kai, comme ça, pour voilà, un peu les débats. C'est ça, ouais. Et ce putain de moonsault quand même. Hein. C'est probablement un des plus beaux qu'on ait vu. Il est juste parfait. Et en jeans, respect. Faut le faire. C'est chaud. Après, sur le match lui-même, il fait quoi, 10 minutes? Je comprends pas qu'il y ait des gens qui disent c'est 4 étoiles, c'est génial, c'est 5 étoiles, c'est de la folie. 11 minutes. C'est un match. C'est un match de 10 minutes avec 3 tombées et des interventions de 5 personnes, 6 personnes. Bon, faut se calmer, c'est sympa. Ça va lancer des trucs cool. Ça va être, à mon avis, comme on vient de dire, ça va être une feud à 3 contre 3, probablement pour préparer le terrain pour une réunification des Force Women. Peut-être pour faire les Force Women de MMA contre les Force Women de la WWE. Dans un futur à moyen terme. À WrestleMania par exemple. À mon avis, ce WrestleMania, ça sera trop tôt. Parce que à part Baszler et Rousey qui sont manifestement déjà prêtes, les deux autres, ça risque de coincer encore un peu. Mais SummerSlam ou même le Mania suivant, c'est pourquoi pas. Ou même le prochain Evolution. Ou Survivor Series également.
Ouais, bah, on les aura tous fait bientôt. Tombera bien juste, justement. Et du coup, sinon, à part ça, comment tu as trouvé chaud? Bah, très sympa, mais beaucoup trop court pour la Stipu. Je suis assez d'accord avec toi. Avec le premier tombé qui vient très 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 rapidement. Après, si on pouvait avoir un petit 3v3 pour le Royal Rumble, enfin le pay-per-view de la NXT pour le Royal Rumble, un 3v3 entre justement les 6 protagonistes, ça pourrait être vraiment pas mal et il y a moyen de faire un très très bon match également. Ah oui, ça va être vachement fun ça. C'est clair. Bon, pour les notes, je pense que ça sert à rien qu'on les donne puisque il y a un topic maintenant pour ça sur le faux. Et Oui, donc- mais pour les gens qui écoutent et qui oui. connaissent pas le faux. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais je voulais faire ça maintenant à chaque début de podcast. Surtout, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le forum si c'est pas encore fait, si vous découvrez nos podcasts comme ça en vous baladant sur YouTube. Donc c'est catchasylum.com. Et puis vous pouvez participer au podcast en allant vous inscrire quand on fait des podcasts. Et puis participer, les concours, il y a tout le temps des trucs, on est tout le temps occupé, il y a tout le temps plein de trucs à faire. On s'ennuie jamais sur notre forum, donc n'hésitez pas à venir participer. Voilà, et donc du coup, alors attendez, pour les notes, est-ce que vous vous rappelez des notes que vous aviez mis ou Ouais, je les ai sous Oui. les yeux. Moi aussi. D'accord. Vas-y, Chaud, t'avais donné combien alors du coup? J'avais mis 3 un quart. 3, un quart, et toi Ambrosia? 3, 1,5. Alors. Et donc moi-même j'avais mis combien? 3. Voilà. Donc, Tu veux les notes des autres sur le... Ben, il n'y a que KXL et Baka qui ont aussi donné leurs notes. 3 un quart pour Baka. Et 4 pour KXL. Et Freddy avait mis 3. Ah oui, j'avais pas vu que Freddy avait mis aussi. Et Clown avait mis 3. Ouais, donc en gros 3 quoi, 3 de moyenne quoi, en gros. Il y a que KXL qui a lui 4. Ah, c'est un peu plus que 3 de moyenne quand même. Hein. Ça doit plutôt aussi autour des 3,5 ça. 3 écarts plutôt, ouais, parce qu'il y a beaucoup, Ouais. mais il y a beaucoup de 3, il y a 3 écarts, mais il y a beaucoup de 3, donc du coup... Ouais. Enfin bon, donc ok, donc voilà, on va dire à peu près 3 écarts. Ensuite vient le match entre Aleister Black et Johnny Gargano qui, depuis le dernier podcast, a donc fait un heel turn. On a donc découvert que c'était lui qui avait attaqué Black. Choc. C'est vrai que Johnny Gargano nous avait pas habitué à être heel. J'ai pas le souvenir de l'avoir beaucoup vu. À une époque, si, à la Chikara, il était heel dans une faction heel, mais Fist. Il a pas été heal à la PWG à un moment? J'en ai pas le souvenir, non, je crois pas. Non, je ne crois pas. À la Chikara, ouais, il y a quelques années, mais avec Chuck Taylor et compagnie, mais et encore, je dis peut-être même des conneries. Non, je sais plus s'il était ou pas. Ah, ça remonte à il y a tellement longtemps. Enfin bref, quoi qu'il en soit, donc voilà, il et puis on a pu le découvrir dans une nouvelle facette, dans un nouveau rôle. Et donc, qu'est-ce que t'en as pensé, Ambrosia, justement, ton petit Johnny Wrestling, de sa élitude? Ah ben moi j'aime, enfin bref. Un match, bon pour parler du match, donc j'ai un match qui démarre bien. C'est rapide, on s'ennuie pas. Et j'ai trouvé que le fait que Johnny fanfaronne directement lors de son entrée, j'ai trouvé ça très très bien. Parce que il s'est pris des huées quand même pas trop mal. Et je trouve qu'il a bien joué son rôle en ignorant superbement les gens qui l'ont eu et en mettant en valeur les gens qui sont encore fans de lui, quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment super marrant à voir, quoi. Et donc après voilà, le match je l'ai trouvé super, franchement un beau match rapide, technique, un Johnny qui frappe et qui frappe Aleister qui se défend même pas, donc ça prouve vraiment qu'il est vraiment passé heel dans toute sa puissance. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et
Par contre, après, ça, c'est juste une question que je me suis posée durant le match. Quand on voit Johnny lécher la botte d'Alistair, on se demande pourquoi. Logiquement, puisqu'il est heal, il aurait pas dû se rabaisser à faire ça, quoi. Donc non, après moi j'ai trouvé ce match super divertissant et très rapide, vraiment tout ce que j'aime voir. Je crois que c'est mon match préféré. Ah non, c'est pas mon match préféré, c'est mon deuxième match préféré du show. Et voilà. Toi, Mister Luxembourgeois. Ouais, moi j'ai pas du tout tellement accroché que ça à ce match-ci. Nouveau, c'est relativement court. Puis j'ai trouvé Gargano vraiment pas bon dans ce rôle-là. Je trouve que c'est un des pires acteurs en tant que heel à la WWE. C'est incroyable. C'est même pas mauvais, c'est niais. Et après, Black a été énorme, comme souvent. Je trouve qu'il a vraiment porté le match de bout en bout. Faudra juste voir si ça botte avec les petits clous, là, c'est très réglementaire. Parce que j'ai l'impression que c'est pas très très fair play. Il y a ça, il y a la veste de Roman Reigns, il y a certains trucs niveau vêtements qui sont pas très réglo à mon avis. Mais bon, ça c'est notre histoire. Sinon, le match en lui-même, ouais, j'ai trouvé le Black excellent de bout en bout et Gargano beaucoup moins. Donc, ouais, j'ai bien aimé, mais pas. Pour moi, ça m'a pas fait sortir de mon siège, quoi. Je te rejoins assez sur Gargano. On va laisser quand même sa chance puisqu'il faut après le temps de construire son personnage, de maîtriser, parce qu'il a pas, et puis ça fait longtemps. Je viens de vérifier, il a bien fait partie de Fist. Hein. J'avais un doute, mais c'était entre 2010 et 2013 à Shikara, donc bon, ça remonte à il y a 5-6 ans. Entre temps, ils sont dépassés des choses, donc c'est bon. Mais on va laisser quand même sa chance un peu aux produits, qui prennent, qui s'adaptent et tout ça. Mais c'est vrai que je te rejoins assez. Tu sens quand même quand il est rentré et tout ça, t'as du mal à le démarquer de sa gimmick face, et ne serait-ce que son visage et tout ça. Même lui, j'ai l'impression qu'il a du mal à ce personnage qu'il a eu pendant des années et des années de super face et tout ça machin. Ça lui colle encore en fait à la peau et il n'arrive pas encore à s'en défaire. Hein. Donc, ouais, parfois t'as l'impression qu'il est. Tu vois, t'as l'impression qu'il veut faire genre le personnage qui a du conflit en sein de lui, qui hésite entre ce qui est bon et pas, mais on dirait juste un gentil gamin qui veut imiter un grand méchant. Exactement, c'est ça. Il fait semblant d'être, mais même lui, j'ai l'impression qu'il y croit pas, quoi. Et parfois, on a juste l'impression qu'il oublie qu'il est censé être en train de tourner heel. Quand il se retrouve en fin de mouvement avec un grand sourire parce qu'il vient de faire 3 flips, qu'il est tout content. Mais c'est quelqu'un de super doué, donc peut-être que dans 2 mois c'est le plus grand heel de la compagnie et on a l'air bien con. Mais pour l'instant, moi ça m'a pas accroché. Et on lui souhaite, hein, quand on voit Ciampa qui est incroyable dans son rôle. Bon après, même le lendemain de son turn, Ciampa, tu sentais. Même quand il a commencé à attaquer Gargano, de toute façon tu sentais que... Mais bon, après il a quand même travaillé son personnage, il a maîtrisé son personnage, et puis c'est devenu ce que c'est devenu, quoi. Ouais, mais sa blessure est arrivée au meilleur moment aussi à Ciampa. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça l'a bien aidé aussi. Et tu voulais rajouter quelque chose, Ambrosia, sur ce qu'on a dit ou... Moi, le seul truc que je voulais dire pour défendre ce pauvre Johnny, c'est que... Johnny, lui, il avait dit dans une interview déjà que à l'époque où il était face, qu'il était lui vraiment en tant que Johnny, la personne, qu'il était comme son personnage et qu'il était en gros une personne gentille et que les fans pouvaient venir le voir et l'interpeller n'importe quand, que ça allait jamais le déranger. Donc en fait, je pense que c'est beaucoup plus dur pour une personne qui est foncièrement gentille et foncièrement bonne de jouer le rôle de quelqu'un qui est mauvais, parce qu'en plus quand tu te fais huer, ça doit pas être très très agréable à supporter, quoi. Donc je pense que c'est pour ça aussi que au départ vous avez ressenti ça, et c'est vrai qu'il a pas la tête de l'emploi pour être méchant, quoi. Ça. Mais après, mais il y arrivera. Voilà, oui, tout à fait, travaille, oui, quoi, oui.
Après, il y en Déjà, a qui n'y arrêtez de arrivent subir, pas. ça, c'est Il y en clair. a qui n'y arrivent pas. Il y en a au contraire qui n'arrivent pas à sortir de leur rôle de heel. Et quand ils deviennent face, ils deviennent fade, un peu comme Randy Orton par exemple. Ouais, Ouais. C'est- Par contre, est génial dès qu'il peut repasser il. c'est clair. donc voilà. Donc du coup, bah, on va passer aux notes. Alors, t'avais mis combien chaud? Je crois qu'il a mis 3 quarts. Ouais, j'ai mis pareil que toi. Et toi, Ambrosia? 4. Ouais, donc quasi pareil pour l'instant. L'ami KXL, il avait mis. Ah ouais, d'accord, 4 3 quarts. Donc, ouais, non, mais de toute façon, bon, KXL, Ouais, il y a des 5 étoiles aussi dans le là, paquet. je sens une sorte de Melzer en lui, là. Il nous a fait Ouais. du Melzer. Ouais, je crois que la moyenne va être un peu plus dure à calculer sur celui-là. Gbake, il a mis 4,5. Freddy, il a mis 4. Clown, il a mis 5. Oh la vache. Ouais, il y a une sacrée variance sur le. Ouais, ça doit faire 4 écarts, 4,5, quoi, en moyenne à peu près 4 écarts, 4,5. Il est où Baka quand il nous faut des précisions dans les calculs? Ah bah, le mathématicien n'est pas là. Puis en plus, comme il bosse maintenant, bah du coup, il peut pas être... Trahison. On va passer maintenant à, je pense, pour certaines personnes en tout cas, ce qui fut le meilleur match du week-end. Donc le match pour le titre de la NXT entre Tommaso Ciampa et Velveteen Dream. Avec une victoire de Ciampa, bien évidemment. Le match a duré 23 minutes. Qu'en as-tu pensé, mon cher Showtime? C'est vraiment un sacré kiff, hein. Déjà, entre Dream qui nous sort des hommages à la moitié des catcheurs des années 80, au travers de tout le match, et c'est pas seulement son déguisement de Hulk Hogan, mais il fait des prises de Michaels, il fait des prises de Bret Hart, et il a sacrément pris son kiff. Quand tu penses que c'est encore un gamin, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans, celui-là, hein. Il y a encore une telle marge de progression. Enfin, ceux qui regardaient Tough Enough à l'époque, on se demandait ce que ça allait donner parce qu'il était vraiment beaucoup plus doué que les autres, mais il n'y avait pas énormément de charisme derrière. C'est Et on voit clair, ce que ouais. c'est devenu. C'est très très impressionnant. Ciampa est très bon et ça on le sait tous, mais il faut être deux pour danser. Et pour moi, c'est quand même la performance de Dream qui a rendu ce match incroyable. Et Ciampa a très justement senti qu'à certains moments, il fallait laisser la vedette à Dream pour que le match soit aussi bon qu'il l'est. Tu vas rajouter quelque chose, Ambrosia? Moi, j'ai pas du tout aimé ce match, donc du coup, je peux pas être d'accord avec vous. Donc, pour moi, je me suis ennuyée pratiquement d'un bout à l'autre du match parce que j'ai trouvé que ça, c'était pas assez aérien à mon goût et sauf en fin de match où ça s'est un petit peu accéléré et c'était un peu plus aérien. Mais moi, j'ai pas grand chose à en dire. Vraiment, c'était limite amorphe devant ce match. Voilà quoi. Non, mais si tu veux voir du aérien, va regarder de la lucha libre. Je sais pas, moi, fais quelque chose. À un moment donné, ça se soigne, hein. Voilà. Après, le truc que j'ai trouvé entre guillemets bizarre, c'est que Ciampa, il se prend quand même un peu moins de huée à son arrivée qu'avant, quoi. J'ai trouvé. Ah, c'est déjà sa musique d'entrée, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ça le différenciait tellement qu'il n'ait pas de musique d'entrée qui rentre juste comme ça, quoi. Ouais, sur des huées. Parce que là, du coup, justement, t'as pas de musique, t'as rien, les gens peuvent s'exprimer en toute, on les entend bien, et je pense que c'était ça aussi qui aggravait le fait, les gens se disant, bon, bah, du coup, il y a pas de musique, donc entre parenthèses, on va faire la musique, on va le huer comme pas possible parce qu'il a attaqué notre Gargano et tout ça, et du coup, c'était beaucoup plus puissant comme. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce qu'on présente aux gens? Ah, c'est un méchant parce qu'il a attaqué quelqu'un d'autre qui est aussi méchant. C'est vrai que maintenant, oui, ça a perdu en, ouais. Et puis le public de NXT est quand même relativement smart normalement, donc c'est déjà un miracle qu'il ait été hué pendant aussi longtemps.
Ouais, mais c'était du âge bon enfant. Ouais, mais faut avouer qu'il est quand même très très cool et c'est pour ça que les gens n'ont pas trop envie de le huer non plus. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose pour ce match? Nope. Vous avez fait le tour, hop. Donc après, donc les notes. Toi, tu avais mis combien, Ambrosia? 2,5. Wouah, T'as pas le droit. Si. Non, t'as mais pas c'est le droit. ridicule. On la tiendra pas en compte ta note dans la moyenne Si, générale. si, J'enverrai un si, message si, à si. Kexel pour lui dire tu ne comptes cette note, ça ne compte pas. Non mais 2,5, 10 sur 20. Non mais Ouais, donc mais- moi je lui ai mis 4 3 quarts. Toi, Moi j'ai mis un 5 et c'est exceptionnel. Vous savez que je mets jamais de 5. Gibaka, bon, même lui déjà, il avait pas le droit, mais bon, il est pas là pour se défendre. Mais 4 un quart, ouais. Freddy, il a mis 5. Clown, il a mis 5. Et KXL, il a mis, je sais plus si j'ai dit sa note, 5 ou 6. Donc, ouais, on peut dire 4 3 quarts, sans compter la note d'Ambrosia, hein, qui va plomber la moyenne, sinon. Donc, on va dire 4 3 quarts, à peu près, la moyenne, si ce n'est 5. Pourquoi ma note, on peut pas la prendre en compte? Mais non, mais c'est comme parce que l'autre. j'ai mis 2,5. Même moi, le Shawn Michaels Triple H de l'époque que j'avais pas aimé, jamais j'aurais osé, alors que tout le monde lui avait mis 5. Même moi, j'aurais pas osé. Non, Undertaker, pardon, contre Shawn Michaels. Même moi, j'aurais pas osé le 2,5. J'aurais Mais peut-être quoi, mis j'ai mis la 3,5, moyenne, 4. attends. Ah. Donc t'as trouvé ce match pire que la majorité des matchs du show des séries? Oui, je crois, ouais. Oui. Non, faut vraiment que tu ailles te faire une petite cure de lucha libre et toi, je t'assure, tu vas regarder 2 pay-per-view de la AAA, tu vas vomir dès que tu vas voir des mecs qui vont commencer à sauter. C'est la cure. Tu te fais 2-3 pay-per-view, là tu vas voir que quand ça saute dans tous les sens, sans aucun intérêt sur rien, tu vas dire ah mince ouais non mais peut-être qu'en fait le catch au sol sinon ça peut... tu peux toujours regarder 205 Live si tu veux des mecs sans charisme qui sautent dans tous les sens. Voilà. Le tacle gratuit. C'est clair. Bon enfin Bon, quoi qu'il t'en as en- la moitié qui ont pas de charisme, ça, faut quand même l'avouer aussi, mais bon. Et donc maintenant on va terminer avec le War Games, le main event du pay-per-view, donc qui mettait aux prises Peter Dune, Ricochet, les War Raiders, donc Hanson Hero, les War Machine, je crois qu'ils s'appelaient à l'aéro. Oui, War Machine. Ouais. Contre l'une disputée des rats avec Adam Cole, Bobby Fish, Kyle O'Reilly et Roderick Strong avec une victoire bien évidemment de Pete Dunne. Ils font pas des cadeaux avec les noms qu'ils donnent à leur faction, la WWE. Hein. Et voilà donc une victoire des Face. Pete Dunne c'est assez logique qu'il donne la victoire aux siens aidé de Ricochet. Comme ça permet de faire oublier un peu ce qui s'était passé l'année dernière où il s'était fait trahir par Roderick Strong et puis où il s'était fait prendre le tombé, si je ne dis pas de bêtises. Donc un petit clin d'œil sympathique. Et donc qu'est-ce que t'en as pensé du match, Ambrosia? Ah ben moi j'ai adoré ce match. Ça a été mon match préféré de tout le week-end, de ce week-end Survivor. Et donc j'ai trouvé déjà, dès le départ, on a eu un joli affrontement entre Ricochet et Adam Cole. Donc c'était bien sympathique. Baby, t'as oublié? Hein? T'as oublié de dire Ah. baby. Ah, c'est Je te déposé, laisse. t'es obligé. Bon, bref, je te laisserai le soin de le dire toi-même, puis voilà. Et j'ai trouvé que à chaque fois qu'il y avait une nouvelle entrée, donc bon, ce qui était assez logique, ça mettait en mal l'équipe qui était en infériorité numérique. Donc j'ai trouvé aussi sympa de l'histoire, donc du coup le coup de la cage, où c'est que Pete Dunne a été coincé dans la cage pendant un bon moment parce que t'as l'équipe adverse qui a mis un cadenas et tout, donc du coup qui a lancé les clés dans
dans le public. Donc du coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça apportait entre guillemets. Si tu me permets, je vais rebondir, puisque maintenant que tu m'y fais penser, moi je vais rebondir là-dessus. Au contraire, j'avais pas du tout aimé, j'avais trouvé ça vachement ridicule. Parce que les arbitres, après, au moment de libérer Pete Dunne, ah mince, mais la clé où elle est pas, ah je l'ai plus la clé, ah bah mince, ouais, mais il l'a lancé tout à l'heure, ah mais on n'a pas prévu une pince, mince, ah bah vite, va chercher une pince et tout. J'ai trouvé ça mais complètement ridicule. Les mecs, ils avaient Le pire, 2 c'est minutes. qu'ils ont essayé de la clé de l'autre cave. Voilà, j'ai trouvé ça complètement ridicule. T'avais 2 minutes pour aller chercher, je sais pas, il y avait là un référé qui était là quand le mec a acheté la clé. Bah va chercher entre temps, t'as 2 minutes, va chercher une pince ou un truc comme ça, je sais pas, un peu de jugeote. Je l'avais dit à mon frère, on était en train de le regarder ensemble. Je te fais un pari qu'à tous les coups, il y a aucun arbitre qui va avoir l'intelligence d'aller chercher une pince alors que ça s'est passé devant leurs yeux. Oui, mais au final, ils sont allés la chercher, donc. Oui, ça fait perdre du temps, mais enfin c'est illogique en soi. Moi, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que du coup, ça a apporté entre guillemets un peu plus de suspense dans le match, même si on savait comment ça allait se terminer, quoi. Donc et puis le passage à tabac là, sur l'équipe de Ricochet là avec les chaises, justement parce qu'ils sont en infériorité numérique, j'ai trouvé ça très sympathique. J'ai trouvé aussi que quand Dunne est enfin rentré dans le match, ça a apporté un peu de fun avec tout ce qu'il a sorti d'en dessous le ring, les poubelles, les tables. Donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai bien aimé encore, parce qu'il y a tellement de choses en fait que j'ai aimé dans ce match. J'ai trouvé que le match a été plutôt bien construit. Et puis ce spot de Ricochet qui tient O'Reilly sur la table, et puis que t'as un de ses coéquipiers là qui fait partie des War Machine qui saute sur la table, mais impressionnant quoi. Enfin, c'était super. Enfin, moi j'aime bien les spots en général, donc du coup il y en a eu plein durant ce match, donc je vais certainement pas me plaindre. Et aussi celui qui a été très impressionnant, c'est le spot sur la cage quand t'as donc Adam et Ricochet qui sont en dessus, au-dessus de la cage, et que en fait les autres ils essaient de grimper. Au final ça fait comme une sorte de pyramide, et puis il y en a un des War Machine qui porte tout le... Voilà, ouais. Je l'ai trouvé très très mauvais celui-là de spot. J'ai adoré, moi j'ai trouvé c'est ça... un des pires. Ils ont pris tellement longtemps et c'était tellement évident qu'ils étaient en train de se mettre en position. Tu vois, celui de l'année passée, au moins ils continuaient à se battre. Après le geste en lui-même reste quand même impressionnant. Même ça reste oui, voilà, impressionnant. Et après c'est quelque chose qu'on a déjà vu, et celui-là n'était pas exécuté de très bonne manière, j'ai trouvé. Mais moi j'ai trouvé ça impressionnant et ça m'a plu, donc voilà quoi. Et voilà. Et puis aussi le saut de, même si on s'y attendait, le saut de Ricochet du haut de la cage qui faisait passer à Jeff Hardy un petit peu quoi, ça fait toujours plaisir. Et non, moi j'ai trouvé le match très très divertissant, mais en même temps j'aime bien les matchs Wargame. Il était un petit peu en dessous de celui de l'année dernière, mais franchement c'était quand même le meilleur match du pay-per-view quoi. Donc non, franchement très très bien, j'ai rien à redire quoi. Et toi, mon cher Shaw? J'ai bien aimé aussi, même si comme souvent dans les Wargames, c'est le même problème, c'est que le début est quand même vachement chiant. Quand la longue phase, en attendant que tout le monde soit là, où tu sais qu'il va rien se passer de super intéressant, où ils vont se taper à 2 contre 1, puis ça va être 2 contre 2, 3 contre 2. Ouais, c'est très répétitif. Donc moi je me suis un peu fait chier au début. Après ça allait mieux. Malheureusement, il y a pas mal de botches, j'ai trouvé pendant ce match-là. Même le double moonsault de Ricochet, qui est censé être un truc génial, et le geste est génial, mais quand t'as tous les autres en bas qui arrêtent de se battre pendant 10 minutes en le regardant se préparer, niveau kayfabe, ça tue un peu le truc quand même.
Donc ouais, il y a pas mal de petits botches par-ci par-là qui m'ont un peu sorti du match. C'est typiquement, j'y ai pensé aussi, c'est typiquement le genre de truc qui se passe en fait dans du catch indé. Quand les types ils s'arrêtent comme ça vraiment genre 2-3 minutes parce qu'ils savent que leur pote il va sauter et que justement faut vraiment bien qu'ils soient préparés. Et ce genre de truc tu le vois beaucoup moins en main roster, c'est beaucoup plus et pas aléatoire mais c'est beaucoup moins tu le vois beaucoup moins en fait à l'œil ce genre de Bah, c'est un truc qui vient avec une certaine expérience ouais. que même si un mec comme Orton, il va jamais faire un double moonsault, un mec comme Orton, il va jamais te casser le kayfabe devant les yeux comme ça. C'est une différence d'expérience, mais ça viendra pour la plupart d'entre eux, hein, normalement. Et malgré, tu vois, le fait, comme tu dis, que il y a pas mal de, c'est vrai qu'il y a pas mal de longueur au début, le temps que ça se mette en place et tout ça. Je trouve que je trouve quand même le booking vachement cohérent, vachement intéressant à certaines phases. Par exemple, le fait, à un moment donné, tu fais pas trop attention comment ça se met en place, alors que moi, je suis vachement vigilant pour ça. J'analyse plein de trucs et tout. J'essaye vraiment de voir. Et comme souvent, je le dis en plus dans les podcasts et tout. Tu suis comme ça, tu te laisses limite aller. Par exemple, à un moment donné, il se retrouve 4 de chaque côté, 4 de l'autre. Ah ouais, Et ça puis, c'était vraiment cool par contre. il y a Ouais. plein de bookings comme ça. Après, ils se disent mince, mais comment on va faire pour les attaquer dans le camp adverse? Et puis ils balancent, je crois qu'ils balancent Ricochet. Il y a un des Ouais. Raiders qui balance Ricochet, si je dis pas de bêtises. Et puis après, il écrase un ou deux mecs et du coup ils peuvent prendre assaut et tout ça. Il y a plein de bookings comme ça, vachement construits, vachement intéressants qui s'amènent en plus tout seul, quoi, sans que tu puisses le deviner avant. Et donc, c'est parce qu'en plus, ça doit pas être évident de booker un match comme ça, quoi, avec Ah autant de ouais, lutteurs ça doit dans être du une taf, stipu hein. comme ça, avec des tables qui sont utilisées, des. Je crois que les War Raiders ont gagné beaucoup de points sur ce match-là aussi parce qu'ils ont. Pour moi, ça a été les MVP du match. Surtout Hansen qui fait un énorme match. Il est là sur tous les gros spots. Ouais, et Donc, puis c'était un peu comme le gars de Sanity l'année dernière, quoi. Ils avaient un peu les mêmes rôles. ouais, J'ai oublié son nom, désolé. Big Tamo, mais il a pas le même nom à la WWE. Oui, c'est ça, ouais. Enfin bref, Euh, vous imaginez Killian Dane. le gars poilu là. C'est pas Killian Dane? Si, c'est ça. Killian Dane. Ouais, c'est ça. On n'est pas encore devenu fou. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on va passer aux notes. Aux notes. Donc, KXL, il a mis 4,5. T'as mis combien, chaud? 4. Et toi, Ambrosia? 4,5. Donc, moi, 4 écarts. Gbak à 4 écarts. Freddy, 4,5. Clown, 4,5. J'ai fait le tour, hein, je crois que je l'ai dit pour KXL, 4,5 aussi. Donc, en gros, 4 écarts, 4,5, quoi, entre les deux. Ouais, ça reste quand même une bonne moyenne pour le show en général, hein. Bonne, d'ailleurs, ouais, votre note d'appréciation globale. On va dire sur 20 là cette fois, comme c'est pas pris en compte dans les calculs. Et puis Baka est pas là pour calculer, donc il y aura personne qui fera la moyenne. Mais donc votre note d'appréciation sur 20. Allez, moi je vais dire 17. Ah, et toi, Ouais, je Ambrosia? me suis vraiment bien amusé. 14,5. Ouais, bah, moi je vais mettre ça fait à peu près du coup ça fait à peu près une moyenne de 15,5 16 sur 20 donc un bon takeover peut-être en dessous un peu en dessous d'habitude notamment avec bon le main event l'opener qui était un peu on aurait préféré quand même un match plus sérieux mais bon quand on voit aussi que au final j'avais pas fait attention mais et ça passe vite hein, 50 minutes il a duré le main event. Ouais, bah les premières 20, elles sont pas passées vite. Enfin Heureusement bon, qu'il y a le reste après. tu comprends du coup la durée du premier match. Ouais, bah le premier match, il est même pas censé avoir lieu, donc c'est. Petite mise en bouche. Bon bah du coup, on va faire une petite pause entre parenthèses et puis on revient puisque je vais couper le podcast en deux pour le montage et tout ça machin et puis bah on revient pour la deuxième partie concernant les Survivor Series. À tout de suite.